Nature Émotive, une initiative présentée par Cosmo Marque et Stratégie. Bonjour à tous, bienvenue à ce premier épisode de Nature Émotive. C'est drôle à dire, c'est un projet qu'on travaille depuis à peu près 6 mois, Annie. Euh, pour commencer, je voudrais te remercier, vraiment. Tu as pris le projet en main comme si c'était le tien et tu as mobilisé ton équipe autour de ce projet-là. Je voudrais remercier les gens chez Relief aussi. Là. Je parle de Pamela, je pense à Laurence, je pense à Jean-Rémy, je parle à Simon qui s'est déplacé de Québec, c'est pas rien. Et on a Christine aussi qui a aidé beaucoup et Kevin sur les réseaux sociaux. Donc, on a une méchante équipe en arrière de nous. Si je parle de moi à la maison, j'aimerais remercier aussi Lauralie qui m'a donné un bon coup de main sur toute la direction artistique. J'ai l'équipe là, qu'on a mobilisée chez Cosmo. On a Florence avec nous en arrière des caméras aujourd'hui. C'est un projet pour moi qui est cher, Nature Émotive. On vous l'a expliqué, puis j'en ai parlé beaucoup dans les rencontres en préparation. Mais c'est un projet qui est cher, puis on va rentrer peut-être. Je veux pas non plus brûler les questions où ce qu'on s'en va. Mais pour moi, c'est important aujourd'hui. C'est une belle. C'est un bon moment. C'est une belle moment. Un beau moment. Excusez, je cherche mes mots. Alors, avant de commencer, j'aimerais au moins vous présenter, parce que les gens, nous, on a l'impression déjà de se connaître, mais les gens ne vous connaissent pas. Donc, je suis aujourd'hui accompagné de Mme Annie Baudin, qui est directrice clinique chez Relief, le chemin de la santé mentale. Et de Simon, si tu permets, Simon, je vais lire parce que c'est pas rien. Donc, Simon Coulombe, tu es professeur agréé au département des relations industrielles de la Faculté des sciences sociales de l'Université de Laval. Il est aussi chercheur régulier au VITAM, qui est un centre de recherche en santé durable. Il est titulaire d'un doctorat en psychologie communautaire et aussi communautaire de l'Université de Québec à Montréal. Et aussi chaire de recherche en santé mentale, d'autogestion et travail, Relief, propulsé par Beneva. Exactement. Félicitations. Ben, merci. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous deux. Je me fais avertir de parler dans le micro, c'est l'habitude. Donc, Annie, je range mon iPad. Je pense qu'on peut débuter l'introduction rapide de Nature Émotive. Ben, je suis vraiment contente. Merci beaucoup pour cette belle introduction-là, Alexandre. C'est vraiment un plaisir pour moi que tu m'invites sur ton balado, en fait, sur ce premier balado aujourd'hui. Et puis, ben, moi, j'ai la chance de collaborer depuis longtemps avec Simon. C'est quelqu'un que je connais depuis des années. On collabore ensemble. Puis aujourd'hui, ben, on va comme faire une formule où Simon et moi, on va aussi apprendre à te connaître comme entrepreneur. Puis, ben, sans plus tarder, j'ai envie un petit peu de me diriger vers toi, Simon. En début de rencontre, si tu veux, parce que tu l'as dit en introduction, Alexandre, Simon, tu diriges la chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail, puis j'aurais peut-être envie, qui est propulsée par Beneva, et puis j'aurais envie concrètement que tu nous dises c'est quoi cette chaire de recherche-là, parce que pour plusieurs personnes, c'est un peu flou, c'est pas tellement concret, donc qu'est-ce que c'est cette chaire de recherche-là? Avec plaisir. Une chaire de recherche, en fait, c'est une sorte d'entité, c'est une drôle de bibite, une entité structurante, en fait, qu'une université met en place avec des partenaires souvent pour essayer de soutenir les projets de recherche autour d'un thème de recherche qui est porteur, socialement important, scientifiquement important. Et nous, on a eu la chance en 2021 grâce au partenariat avec Relief, là, le chemin de la santé mentale, organisme en santé mentale, et Beneva, on a eu la chance de créer cette chaire de recherche-là. Et l'idée de la chaire, vraiment, c'est de mettre de l'avant et de faire avancer les connaissances sur la santé mentale au travail. On sait que c'est un enjeu majeur, puis on va revenir à plusieurs reprises aujourd'hui. Donc, faire avancer ces connaissances-là, mais surtout aider à développer des approches, des façons de mieux soutenir les personnes qui font face à des troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires ou qui vivent des symptômes de ces troubles-là. Développer des approches pour mieux les aider, prévenir l'augmentation de leurs difficultés et les accompagner dans leur rétablissement, notamment au travail, puis à travers beaucoup la notion d'autogestion. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je sais qu'on est censé y revenir un peu plus tard, mais dans le fond, aider les personnes à développer un peu de pouvoir sur qu'est-ce qu'ils peuvent changer dans leur quotidien pour
pour mieux aller à la maison, mais aussi au travail, en considérant aussi l'interface entre souvent ces deux domaines de vie-là qui sont des fois pas toujours compatibles à 100%. Donc, comment l'idée de la chaire est vraiment de voir comment on peut développer davantage les recherches, comment on peut rendre encore le Québec puis le Canada encore plus, je dirais, donner un peu un rôle de leader davantage au Québec et au Canada sur ces sujets-là. Puis la chaire contribue humblement à ça, mais en étant très concret, très pratique dans les travaux qu'on fait. Donc, pas juste faire des connaissances, des rapports qui vont sur des tablettes. Je regarde les tablettes derrière. Mais faire plus des outils, des approches d'intervention qui peuvent directement être utilisées par Relief ou par d'autres partenaires, par Beneva, etc., pour aider directement les gens. Donc, des outils concrets. Oui. Bien, justement, parlons-en parce que tu as parlé d'autogestion. Puis ça, pour monsieur, madame, tout le monde, là, il y a certaines personnes que ça leur dit absolument rien. Pour d'autres, on commence à en entendre un petit peu plus parler, mais qu'est-ce qu'on entend justement par de l'autogestion en santé mentale? Qu'est-ce que ça signifie finalement? L'autogestion, dans le fond, c'est toutes les stratégies ou même les petits moyens qu'on peut mettre en place, là, que tout le monde, là, qu'on vive ou non avec des symptômes de troubles de santé mentale, tous les moyens qu'on peut mettre en place au quotidien pour prendre du pouvoir et aller mieux en fonction de ce qui nous intéresse, de ce qui nous fait du bien. Donc, c'est très, très varié, l'autogestion. Elle peut prendre différentes formes, là. Ça peut être autant des choses qu'on fait. Par exemple, je ne sais pas, décider d'aller consulter un psychologue ou un organisme ou d'aller faire un atelier en santé mentale, bien, ça fait partie de l'autogestion. C'est moi qui décide de le faire puis qui prend un peu de pouvoir sur ça. Ça peut être aussi mieux organiser son horaire, essayer de développer notre capacité à mettre des limites autour, souvent dans les milieux de travail, puis les enjeux pour les entrepreneurs, mettre des limites entre la vie familiale, personnelle, puis la vie de travail, parce que souvent, ça a tendance à empiéter. Et donc, il y a tout un processus sous-jacent à ça qui est apprendre à mieux se connaître, mieux se comprendre qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour nous, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc, l'autogestion, c'est cette prise de pouvoir-là. Et après ça, il y a toutes des approches, notamment chez Relief, et tu le sais, Annie, mais des approches de soutien à l'autogestion. Dans le fond, comment que ce soit des intervenants ou ça peut être des programmes des fois en ligne, comment on peut faire en sorte d'aider les personnes à développer leur plan, leur stratégie d'autogestion. J'ai vu Alexandre il y a quelques instants avoir un petit sourire parce que, bon, on va en parler dans quelques instants. Tu es un entrepreneur, Alexandre, et tout ça. Puis je pense qu'on va apprendre un peu à découvrir que l'autogestion, ça a eu un impact pour toi, Alexandre. Mais ce que j'entends, Simon, c'est que le soutien à l'autogestion, ça peut vraiment soutenir notamment des entrepreneurs dans leur parcours. C'est ce que tu viens de démontrer, là. Oui, oui, clairement. En fait, de façon plus générale, il y a pas mal d'études, puis je ne veux pas rentrer dans le blablabla scientifique trop plate. Il y a pas mal d'études qui montrent que l'autogestion, c'est quelque chose de favorable au rétablissement des troubles de santé mentale ou même à la prévention de développer ou d'aggraver nos troubles, nos symptômes. Donc, il y a des études sur ça. Et il y a aussi quand même de plus en plus de travaux, un peu moins, mais au point de vue scientifique, comme des travaux qui suggèrent que chez les entrepreneurs, ça aurait une valeur ou un apport important. Tu sais, on sait, les entrepreneurs, puis bon, on ne peut pas tout mettre, entrepreneuses, là, on ne peut pas tout mettre dans le même panier nécessairement, mais je pense que vous avez pas mal de drive, de désir de contrôler un peu votre business au sens positif, là, d'être en charge. Donc, l'autogestion, c'est un peu la même chose. C'est prendre cette drive-là, mais pour prendre du pouvoir, du contrôle sur sa propre vie, puis pas juste sur notre entreprise. Donc, c'est une façon aussi de mobiliser cette drive-là que les entrepreneurs peuvent avoir là, pour les amener à faire attention à eux. Puis, il y a quand même des études qui montrent aussi qu'un danger, généralement, la charge de travail, ces genres de facteurs-là, c'est assez élevé chez les entrepreneurs, les longues heures, la charge de travail, etc. Ce genre de facteurs-là peuvent éventuellement amener une sorte d'épuisement de nos ressources personnelles. Les ressources, ça peut être de l'énergie, ça peut être notre capacité d'attention, notre capacité de résolution de problèmes, capacité à interagir avec les autres. Donc, ça peut s'épuiser lorsqu'on a trop de fortes demandes, ce qui arrive souvent chez les entrepreneurs. Et l'autogestion, ça peut être une façon un peu de remplir ce réservoir-là d'énergie ou de canaliser un peu une petite partie de cette énergie-là qui reste, on peut la canaliser vers soi pour faire attention à soi. Puis quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un danger des entrepreneurs. Souvent,
c'est la littérature qui suggère ça, c'est que ce qui est des fois bénéfice chez les travailleurs qui ne sont pas entrepreneurs, là, c'est le sens qu'ils vont trouver dans leur travail, leur passion, etc. Souvent, c'est vu comme bénéfique pour la santé mentale des gens. Mais chez les entrepreneurs, oui, ça peut être bénéfique, mais ça peut être un couteau à double tranchant. Parce que cette passion-là, cette drive-là, ce sens-là qu'on trouve au travail, puis on y reviendra, ben, peut venir à comme faire en sorte qu'on se met. Il n'y a plus autant de limites autour du travail d'entrepreneur. Et là, nos ressources vont un peu. On va vider notre réservoir de ressources. Et l'autogestion, c'est cette idée-là de trouver comment on peut mieux gérer notre vie personnelle puis notre santé mentale pour un peu regarnir un peu ce réservoir-là de ressources. Hmm. Avant d'aller vers toi, Alexandre, j'avais envie de te demander, Simon, pourquoi c'est important à ce point-là? Puis, tu sais, aujourd'hui, on est dans un balado où on va parler d'enjeux de santé mentale, on va parler de solutions et tout ça, mais pourquoi c'est important de parler de la santé mentale, notamment de nos entrepreneurs, de nos gestionnaires, de nos employés? Qu'est-ce que tes recherches ont démontré à ce niveau-là? Des recherches que la chaire de recherche a fait et d'autres le montrent clairement que les difficultés de santé mentale sont associées à plus de présentéisme. Ça, c'est se rendre au travail, mais ou faire notre travail sans le faire de façon optimale en raison du fait qu'on est pris ailleurs dans nos pensées. Donc, même si on est malade ou on ne se sent pas bien, on fait du travail, mais qu'il n'y a pas la qualité optimale. Il y a donc troubles de santé mentale, difficultés de santé mentale associées à l'absentéisme, clairement associé au présentéisme, pardon, mais aussi l'absentéisme dans certaines entreprises. Et aussi, tu sais, tous les enjeux que les difficultés de santé mentale peuvent avoir pour soi, mais aussi pour notre entourage. Tu sais, c'est quand même souvent les personnes qui ont troubles de santé mentale ou des enjeux, ça impacte aussi leurs relations avec les autres, leur famille, les collègues de façon des fois plus négative. Et ultimement, tout ça aussi, il y a quand même des études qui montrent que, mettons, chez les entrepreneurs, il y a une association entre avoir des difficultés de santé mentale puis la performance de l'entreprise. Donc, ça serait associé éventuellement à une performance amoindrie dû simplement au fait que si on a des difficultés de santé mentale, à un moment donné, on va dire ça dans mes mots, mais on ne tiendra pas la run, là. On ne pourra pas toffer la run à l'infini. Puis, tu sais, je vais arrêter après, je parle beaucoup, là, mais je me dis, j'aime ta question, Annie, mais des fois, puis je suis pas pour la mettre en doute, mais je suis un peu tanné qu'on me la pose parce que je suis comme. On est-tu toujours obligé de démontrer qu'il va y avoir un chiffre au bout, là? Depuis tantôt, Simon, je n'interromps pas, puis je suis silencieux parce que ce que tu dis, c'est une Bible, ce que tu es en train de dire. Ceux qui le comprennent vont être capables de l'apprécier. Donc, je t'interromps pas depuis tantôt parce que tu dis je parle beaucoup, mais c'est vrai ce qui se dit. Puis les vraies choses, c'est plate, dans le monde d'aujourd'hui, se disent pas souvent. En tout cas, en affaires, dans mon milieu à moi, je vous écoute les deux. C'est dans quelque chose qui est plus santé, scientifique, etc. Mais en affaires, on se perd. J'ai l'impression qu'on se perd. Puis il y a tellement de choses à faire, tellement d'ouvrages, qu'on se perd dans ce beat-là. Puis on le réalise pas que ça fait 80 heures qu'on met sur notre business en une semaine. Puis dans mon cas à moi, évidemment, c'est pas leur faute, mais en plus, il y a la famille, il y a les jeunes enfants, il y a le. Fait que ça peut devenir beaucoup assez facilement. Fin de la parenthèse d'Alex. Mais c'est une parenthèse importante, puis je propose peut-être qu'on aille vers toi, Alexandre, si tu veux. Ben oui. Parce que ton parcours, justement, puis ton histoire vont parler, puis vont démontrer un peu ce que Simon nous a mis la table, vraiment sur notre sujet aujourd'hui qu'on veut. Mais juste avant de parler de ton histoire, j'aimerais peut-être ça t'entendre sur pourquoi tu souhaites prendre la parole aujourd'hui. Pourquoi tu souhaites témoigner? Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à vouloir partager avec les gens qui vont écouter la balado? Ben, en fait, tu vois, témoigner, je pense que c'est pas le bon terme dans mon cas à moi. Parce que c'est pas un témoignage, c'est de nommer les faits. J'ai un parcours, puis là, je m'excuse si je bifurque peut-être sur les prochaines questions, mais j'ai un parcours qui a pas été facile, qui est encore pas facile. Puis, en fait, c'est ça, c'est que moi, plus personnellement, je me suis retrouvé dans des positions où je me suis senti mal outillé, sans vouloir dire sans outils. Puis la manière que j'ai trouvée ou l'idée créative qui m'est venue étant le gars que je suis, qui est
qui est un créatif fini, là, a été de dire, ben si j'ai cette situation-là ou si je vis ces situations-là, je ne suis pas tout seul, c'est impossible. Puis je me dois, en tant qu'entrepreneur, je dois ça pour ma communauté, de mettre quelque chose sur pied, puis de la créer, cette plateforme-là. Donc, j'ai mis sur pied Nature Émotive qui, allait, à ce moment-là, était, tu le sais, de toute façon, tu as vécu sa naissance, là, qui était un concept. On n'avait même pas de nom, même pas de couleur, Simon. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est que j'avais l'idée de mettre sur pied une plateforme qui peut s'inspirer, sensibiliser, mettre de l'avant, puis par le rebond, en plus, motiver les gens. Des gens qui ont des situations comme les miennes, sinon pire, sinon moins pire, mais sans vouloir diminuer les situations. Je me devais, comme entrepreneur, de mettre ça sur pied. Je te propose, Alexandre, peut-être qu'on fasse un retour en arrière pour comprendre un petit peu ton cheminement, ton parcours, puis qu'on parle un petit peu du jeune Alexandre. Hein? Qu'on regarde un petit peu un saut dans le passé pour voir qui tu étais. C'était quoi un petit peu? Puis j'ai envie que tu nous parles de toi, de ce jeune Alexandre-là. À quoi il ressemblait? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Comment tu pourrais nous décrire ce jeune Alexandre-là? Ben, sans reculer non plus là, dans l'enfance enfant. Là. Pas Freud. Non, pas du tout. Sans tomber dans l'enfance enfant, je veux dire, Ouais. j'ai toujours été un jeune ou moins jeune créatif. Un gars de projet, un gars d'idées, mais même très artistique. Puis je prends ces talents-là de ma mère, c'est directement. Je suis désolé si j'ai les émotions déjà. Là. Ma mère est artistique, ma mère est artiste peintre, mon père est un homme d'affaires au sens large, je veux dire une belle grosse entreprise. Puis, ben, à un certain point, moi, j'ai décidé de bifurquer puis de changer de parcours puis de miser sur ce qui, moi, me fait vibrer. Chose qu'aujourd'hui, on peut en parler, mais à ce moment-là, c'était un petit peu omniprésent puis c'était une décision qu'on fait. Je pense que c'est la vie qui m'a amené à faire ces moves-là puis qui... Comment je peux dire ça? J'ai toujours catégorisé ça comme si j'étais un peu la pièce du casse-tête qui ne fit pas dans le trou. C'est un peu drôle à dire, mais j'ai tout le temps senti que, bon, sans être dans... sans tomber dans « j'étais pas à ma place » quoi que ce soit, c'était vraiment juste pas fait pour moi où j'étais. Que ce soit à l'école, que ce soit après ça au cégep, que ce soit après ça dans les premiers jobs, jusqu'à temps que je tombe justement dans ma propre boîte ou mon propre carré de sable, puis que je fasse comme « Ah ouais, là, la chemise est confortable. » Tu sais? Puis ça a été ça, malheureusement, moi, avec la famille, qui était une décision quand même pas facile de sortir d'une entreprise qui est plus qu'établie, avec une relève puis un succès, j'ai le goût de dire, quasi assuré, tu sais, dans les yeux d'un jeune à ce moment-là. Pour finalement faire comme non, oublie ça, c'est pas ça, tu sais. Puis de devoir m'asseoir avec papa puis dire, tu sais, papa, la chemise fait pas, c'est pas ma couleur, c'est pas moi ça. Fait que il y a eu un cheminement, je te dirais, c'est pas tellement quelque chose qui est arrivé. Il y a des gens qui tombent en affaires puis qui, depuis le jour 1, savent qu'ils sont entrepreneurs puis que c'est comme le chemin est déjà tracé. Moi, dans mon cas, c'était pas ça. Moi, dans mon cas, j'étais un jeune créatif qui avait toujours des idées puis qui, malheureusement, s'est senti souvent à contresens. Puis c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là puis je vis de mes idées. Parce que c'est ça, toi, famille vraiment de bâtisseurs, d'entrepreneurs, ton chemin aurait vraiment pu être tracé, tu aurais pu suivre la voie. Mais à un moment donné, comme tu dis, j'aime beaucoup l'image du morceau de casse-tête qui ne fitait pas. Toi, tu as dit à un moment donné, moi, non, je prends ma voie à moi. Ben, moi et les circonstances ont fait que, éventuellement, tu te rends à les mots m'échappent, tu te rends à réaliser, dans le fond, que tu n'es pas à ta place. C'est le bonheur qui prend le bord, c'est l'humeur qui prend le bord, c'est les résultats au travail, c'est le succès, c'est tout ce qui en découle. Tu disais tantôt, ça a des impacts sur conjointe, etc. Mais moi, c'était ça. J'étais pas à ma place. Point. Puis le jour où on décide qu'on fait quelque chose, parce qu'il faut faire quelque chose, ben moi, dans mon cas, c'est là où la corde sensible est plus fragile parce que je me suis rendu à un point où je me suis peut-être blessé moi-même. J'ai été trop loin dans cette attente-là de peut-être prendre la décision de sauter. C'est ça.
À ce moment-là, Alexandre, tu sais, ce qu'on comprend, c'est que ça t'amène à vivre des défis, des Ouais. obstacles à ce moment-là. Ça a été quoi les impacts? Tu sais, parce qu'il peut y avoir différents impacts sur le plan financier, sur le plan Absolument. psychologique, sur le plan relationnel. Toi, tu dirais, ils ont été où les défis que tu as eu à vivre, puis surtout les impacts aussi de ça? Ben, les défis. Écoute, je disais artiste tantôt, puis je pense que c'est pas c'est le bas mot. Hein? Donc, je suis quelqu'un d'émotif, je suis quelqu'un de sensible, je suis quelqu'un qui n'a pas peur d'aller dans la vulnérabilité. Puis ça, des fois, ça vient avec son lot de. En soi, ça vient avec son lot de défis. Mm. J'ai eu des challenges aussi dans des environnements de travail qui n'étaient pas pour moi, où je me suis rendu compte que malheureusement, ben, à force d'essayer de frapper, ça marche pas. J'ai vécu des situations d'environnement de travail toxique, de vol, de manipulation, de mensonges, de salissage. Écoute, la liste, je pourrais te la dérouler, Annie, elle toucherait l'autre bord du studio. Jusqu'à un point où on se dit, ben assez, c'est assez, puis qu'on se met nous-mêmes un ultimatum. Ou plus loin que ça, ben moi, l'ultimatum est venu de ma conjointe. Donc, un premier bébé, un deuxième bébé, des enfants que je donnerais tout pour mes enfants. Je suis un gars hyper familial. Je rêve du jour où je vais pouvoir regarder ces épisodes-là avec Olivia et Clara qui vont être assez vieilles et qui vont comprendre ce que papa explique. Mais ouais, ça n'a pas été facile. J'ai vu qu'à peu près de tout. Que ce soit ce que j'appelle ma détresse mentale. Là. Tu te souviens, on a eu un exercice dans le montage du projet où je devais faire un dévoilement. C'est ce que moi, j'ai catégorisé de détresse mentale. Parce que j'ai vécu de tout. J'ai vécu littéralement de tout. Puis on nommera pas les gens et on nommera pas ce que c'est, mais je peux pas accepter en tant qu'entrepreneur puis exemple de glisser sous le tapis ce qui m'est arrivé. Pour ce qu'on nommera pas, je vais laisser la vie s'en occuper. Quand on vit des défis comme ça, quand ça tombe sur notre route, là, puis quand ça arrive, ces obstacles-là, comment on fait pour surmonter ça? Toi, comment tu as fait pour surmonter, pour te rebâtir? Qu'est-ce que tu as fait? C'est là où la famille arrive. Parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui me restait. J'avais ma femme, j'avais... Puis là, j'ai encore le moton, excusez. C'est ça, nature émotive. Ben, c'est parce il y a une portion, je pense qu'on se doit d'être honnête puis de le livrer comme elle est. Parce que nature émotive vient de là. Ça sera pas ça, évidemment, à tous les épisodes. Là. Mais ma vérité à moi, puis mon histoire à moi, je refusais catégoriquement de la glisser sous le tapis puis de pas en parler. J'ai une conjointe qui m'a fait confiance depuis le début. Jour 1. C'est précieux, ça. Encore aujourd'hui, j'ai de la misère à croire comment elle y croit plus que moi, des fois. Vraiment. J'ai des parents, évidemment, qui ont été en affaires, les deux. Mes grands-parents étaient en affaires eux aussi. Donc, il y a un... Peut-être que c'est dans mon sang, peut-être que c'est dans mon ADN. Peut-être que je suis têtu, peut-être que je suis naïf. Bref, le mélange de tout ça fait en sorte qu'on ne m'aurait jamais vu me mettre en boule par terre, puis pleurer, puis être la victime. Ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais. Puis se relever des trucs que j'ai vécus sans non plus tomber dans je suis une victime. Là. C'est pas ça le but du tout. C'était plus de dire comment je peux rebondir de ça puis rendre mon histoire au service des autres. Donc, comment je peux positionner moi ce qui m'est arrivé, que ça puisse aider un autre. Puis, ben, deuxièmement aussi, c'est d'utiliser peut-être ce momentum-là. Puis là, vous allez dire, Alex, c'est un peu sadomaso, là, mais utiliser cette peine, cette rage, cette colère-là, cette douleur-là pour raisonner en succès à la place de raisonner vers le bas. Donc, ce que je me promets, moi, c'est le succès qui va en suivre. Puis c'est d'utiliser ça un petit peu comme gaz, comme fuel, puis comme c'est ce qui est le feu, c'est ce qui est la flamme, puis c'est ce qui m'anime. Quand on dit « Alex, tu ne seras pas capable » ou « Alex », puis que ce soit, on parlait de l'enfance tantôt, que ce soit à l'école, écoute, j'ai des professeurs au cégep à l'école de design qui me disaient « Tu t'en vas nulle part, tu vas aller nulle part, tu vas tout le temps être sur l'argent de tes parents. » J'ai entendu des affaires horribles. Là. Puis c'est l'accumulation de toutes ces choses-là qui font qu'à un moment donné, tu te dis « Ah ouais, gage contre moi juste pour le fun. » Moi, te le prouver. Même au pied du mur, juste pour le fun. Ouais.
Puis c'est un peu vers ça, là, c'est un peu dans cette énergie-là qu'on est sans tomber dans le toxique, mais c'était tout simplement, moi, c'est ça. À chaque fois, quand je suis au pied du mur, c'est là où je performe le plus. C'est où je suis le plus créatif. C'est où je tombe dans les émotions qui m'amènent à réfléchir différemment puis qui m'amènent à créer. Puis voilà, je pense que ça fait le tour de ma réponse. Et aussi, ce que j'entends, puis qui est vraiment, puis ça, on le voit, Simon, de t'entourer de gens aussi que quand tu crois peut-être un peu moins en toi, qui ont cru en toi, des gens très, très significatifs. Je pense à ta conjointe, hein, tu l'as nommée spontanément, personne extrêmement importante, ta famille, tes parents. Donc, parce que ça l'a démontré, la recherche l'a montré que au niveau de l'espoir, hein, ces gens-là qui vont vraiment avoir un rôle signifiant et qui sont là à tes côtés dans ces moments-là où peut-être le doute aurait pu s'installer puis qui t'ont permis de reprendre ton air d'aller. Et ça, je trouve ça vraiment très beau dans ton témoignage. Ben, c'est ça. J'ai la chance. Tu voulais dire quelque chose, J'irai Simon? après. Mais non, OK. vas-y. J'ai la chance d'avoir grandi dans un milieu qui est choyé, Mhm. très choyé. J'ai manqué de rien. Pas d'amour, pas de vie. Fait que, pour moi, en fait, ce que j'essaie de dire indirectement, c'est plus que les standards sont là. Quand on vit dans ces moyens-là ou dans ce standard-là, c'est ce qu'on veut recréer pour les autres, puis c'est ce qu'on accepte autour de nous. Donc, on s'entoure de ce qu'on veut créer. C'est le milieu dans lequel mes enfants vont grandir. C'est le legs que je vais leur laisser. C'est ce que mes parents m'ont laissé. C'est ce que les grands-parents ont laissé à mes parents. L'idée, c'est un petit peu ça. C'est de mettre en place un environnement où c'est ça. Dans le fond, je m'entoure de ce que j'accepte puis ce qui me ressemble. Puis peut-être que naturellement, même ce qui me ressemble, ça tire à moi. T'allais Voilà. dire quelque chose, Simon, là-dessus? Il y a plusieurs affaires super intéressantes, moi, je trouve, qui me parlent même personnellement, mais tu parlais de l'entourage, voir les gens. Tu sais, un des facteurs qui ressort dans toutes les études, dans plein de domaines, que ce soit en santé physique, santé mentale, un facteur clé, c'est le soutien social. C'est le soutien social, ça veut dire n'importe quel réseau qu'on a. Puis bon, il peut être des fois, il n'est pas parfait, là. On n'a pas tous le même réseau. Puis Sans joke, là. Je sais pas ce serait quoi si c'était pas des amis de ma blonde qui m'a ramassé à la cuillère. Là, puis là, j'ai le côté fier qu'on met de côté. Là. Je sais pas ça serait quoi. Là. Ça aurait pu, dans mon cas, à moi, tomber dans peut-être l'alcool, peut-être on est un bon buveur, j'aime le vin beaucoup, puis ça aurait pu facilement devenir pas drôle, tu sais. Puis j'ai cette chance-là que j'apprécie puis que je reconnais d'avoir premièrement grandi dans un milieu choyé, avec des parents qui croient en moi puis qui m'ont toujours poussé dans le dos. Excusez, poussé dans le dos. Mais aussi de l'extérieur. 2 frères, des amis, puis une blonde, puis des gens autour de moi qui sont peut-être capables de tourner en joke ou, tu sais, des fois de vireler en joke, trouver du fun avec, rebondir sur ce qui t'arrive. Fuck, t'es en santé, t'as 2 jambes, t'as 2 bras, t'as toute ta tête, t'as des enfants en vie, tout le monde, tu sais. Des fois, il faut se ramener à ça, je pense. Parce qu'en affaires, tantôt, tu disais les heures, le temps, le travail, l'ouvrage. On se perd. On se perd. Puis tout devient transaction, tout devient dollar et profit, puis tout devient la belle montre puis le gros char. Mais c'est pas ça. Puis tous les entrepreneurs qui, d'ailleurs, vont suivre après cet épisode-ci, j'y ai trouvé, en fait, à date, dans mes recherches pour tous les participants de Nature Émotive, c'est le fil conducteur qui nous rattache tous un à l'autre. Où ce qu'on s'est ramené, puis c'était la famille, puis ce qui reste à la fin, vraiment. C'est pas mal tout le temps ça. C'est intéressant parce que, tu sais, quand Annie me demandait au début pourquoi c'était important la santé mentale et tout, puis quand j'ai dit, tu sais, je suis tanné des fois de répondre à cette question-là, contre toi, Annie, mais c'est que ça revient à ça, c'est que je trouve pourquoi on peut pas juste vouloir être bien ou en bonne santé mentale pour le fait de l'être. Tu sais, à la fin, c'est peut-être plus ça qui compte que les empires que je pourrais ou pas créer, que le chiffre au bout de la ligne, au bout de l'année. Donc, je trouve ça intéressant quand même que ça... Ce que j'entends, dans le fond, ce que vous amenez, c'est que ces relations-là, c'est comme une protection. Hein? Parce que des fois, la vie va vite. Hein? Tu t'en parles, Alexandre, de tous ces défis-là. Hein? Des fois, c'est des beaux défis, mais des fois, quand les défis plus corsés peuvent arriver,
ben, c'est comme une espèce de filet de protection qui sont là, puis qui viennent nous aider, puis nous permettre de passer à travers. Puis tu l'illustres merveilleusement bien avec ce que tu dis, c'est que ça t'a permis, dans le fond, de pouvoir être plus résilient. Et ça, on va en parler dans quelques instants. Donc, ces relations-là sont extrêmement signifiantes. Et je tenais quand même à l'amener parce que des relations importantes, donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Alexandre, j'ai envie de te demander parce qu'on entend souvent des gens dire que être entrepreneur, c'est la plus grande des libertés. Hein? On entend souvent ça, que d'être à son compte, de ne pas avoir de patron, c'est vraiment comme la chose la plus extraordinaire. Puis, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette affirmation-là? Avec le recul, comment ça résonne pour toi, ça? Écoute, puis encore une fois, on est dans... La franchise, c'est ce que j'achetais, moi, quand je me suis parti à mon compte. Mm-hmm. Donc, quand j'ai quitté l'entreprise familiale, dans un confort bien établi que peut-être que j'ai perdu de vue. Ayant tellement été habitué à l'entreprise familiale, mes frères travaillent là, l'associé de mon père, c'est mon parrain. Il n'y a pas plus familial que ça. Là. Ouais. Étant dans le confort, on oublie ce que ça goûte. Puis en partant à mon compte, c'était peut-être par un orgueil déplacé ou peut-être une question d'ego. J'ai encore de la misère à mettre le doigt dessus, mais à dire non, je suis capable de mieux, puis je vais faire mieux. Puis j'achetais déjà ma Ferrari dans ma tête au jour 1, là, tu sais. Puis on est loin de la Ferrari encore aujourd'hui, 4 ans plus tard. Là. Fait que l'idée, c'est un peu ça. C'était au départ, je pense que j'achetais l'image. Peut-être que c'est générationnel, je sais pas, mais j'achetais une image ou un préconçu de ce que moi, je m'étais fait de l'entrepreneur. L'image, tout simplement. L'intérieur du livre est une autre affaire. Une fois que, justement, dans le dévoilement, tu te rappelles, je l'écrivais, j'ai trouvé une manière de l'écrire en disant, tu sais, au moment où on a eu les enfants, je jonglais entre les biberons, les couches puis les factures, tu sais. C'était ça ma vie au quotidien. Puis le soir, tu te couches puis tu stresses à savoir, tu sais, j'ai-tu fermé l'imprimante au bureau? C'était ça, là. Puis c'était un peu c'était un peu ma télé-réalité que j'appelais, tu sais, on va-tu réussir à payer le loyer ce mois-ci? Je te dirais qu'à ce moment-là, quand tu es dans le bateau puis que là, il n'y a pas d'autre option, c'est pas la liberté même, c'est pas les gros chars puis la grosse montre. On était loin de la Ferrari. J'étais loin de la Ferrari en tabarouette, puis même plus loin que ça. Je pense qu'une fois que j'étais dans le bateau, puis j'avais fait le move, puis j'avais sauté, puis j'étais au jour 1, là, c'était comme, oh, attends une minute, là j'ai tout ce que je disais, là, il faut que je le réalise, là. Fait que, tu sais, ah, mon Dieu. Moi, là, c'était l'enfer. En plus que tu es habitué à un certain, j'ai goût de dire, confort, là. Pas facile. Pas facile, mais je pense qu'il y a un autre côté de la médaille aussi qu'il faut parler, qui est, tu as dit tantôt, c'est la plus belle des libertés, ou les gens pensent que c'est la plus belle des libertés. Il y a une chose là-dedans qui est vraie. Pour moi, être entrepreneur, c'est un privilège. Je le prends comme un privilège. Parce que tous les jours, je me lève, je fais ce que je veux. Et ça, c'est pas arrivé souvent dans ma vie. Que ce soit avec l'école, que ce soit avec... Donc, depuis les dernières années, j'ai découvert peut-être une manière différente de voir le succès de 1, mais de 2, d'accueillir cette liberté-là à faire ce que je veux. Travailler sur mes projets comme je les veux, mettre le temps que je veux, ça, c'est... On s'attend, c'est pas mal, je mets pas mal plus de temps que je voudrais, mais c'est sur moi, c'est sur mes projets, puis c'est sur ce que moi, j'ai le goût d'entreprendre. Fait que pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient se lancer à leur compte ou partir une compagnie ou peu importe l'idée, je pense qu'il faut prendre le temps de bien peser le pour, le contre, puis de voir les deux côtés de la médaille. Mais à la longue, là, une fois qu'une entreprise grossit et tout, moi, on dirait que j'ai l'impression que je le vis un peu à petite échelle à l'université. Les profs, on est quand même assez autonomes dans notre travail. Puis je me rends compte que l'autonomie que j'ai pu avoir au début de cette carrière-là de prof, à la longue, j'ai des employés maintenant que je dois trouver des fonds de recherche pour les garder, pour les financer. À la longue, je trouve que je me sens, c'est mon petit témoignage de la journée, je me sens autant pris que si j'étais dans une job 9 à 5, pris différemment, mais
est-ce qu'à un moment donné, le carcan, tu te sens dans un carcan quand même ou tu as réussi, toi, à... Ma conjointe dit tout le temps, don't get lost in the temporary. Je pense qu'il ne faut pas se perdre dans. Tu vois, encore, on ramène vers la conjointe, fait que c'est important pour moi. Là. Les moments où c'est plus dur, puis que j'ai l'impression de me perdre, puis que pourquoi je fais ça, puis j'avais le goût de tout sacrer ça là, puis tu tombes un peu dans le négatif, puis dans la plaquette noire. Là. Moi, c'est ce que j'appelle mon zoom out. Il faut que je prenne un break, il faut qu'on zoom out, justement, on se décolle de l'arbre. Puis, ben, attends, là, c'est pas toute ma vie, c'est pas tout n'est pas fini. Là, c'est juste de dire, OK, attends une minute. Là. Peut-être que j'en fais trop, peut-être que j'ai besoin de me prioriser moi, je peux peut-être aller faire un petit tour au gym. Des choses comme ça, des habitudes qu'on met en place qui permettent de décrocher puis qui permettent de mettre en place des habitudes plus saines dans notre beat de vie d'entrepreneur. De mettre en Puis perspective. là, je dis ça, puis peut-être qu'il y en a qui nous écoutent puis qui vont dire « Ouais, mais moi, c'est pas possible, puis moi, j'ai pas cette opportunité-là. » On s'entend, là, mais... Ouais. Ça répond-tu un peu à la... C'est intéressant? Ben, c'est tellement intéressant que je vais prendre la balle au bon sur ce que tu viens de dire parce que, bon, tu dis, j'ai décidé de prendre des moments pour moi, puis tu fais référence... Ah, puis c'est encore difficile, Annie, je te le dis. Ben, c'est encore difficile, des fois, de m'arrêter. Oui, puis j'en doute pas. Puis il y a même des gens qui se disent, comment je vais faire, comment je peux faire. Puis tu as pris une décision dernièrement, une décision importante. Tu as entrepris un parcours d'accompagnement individuel en autogestion chez Relief. Tu t'es fait ce cadeau-là. Tu as dit... Oui, puis c'est de là que le partenariat est né, d'ailleurs. Avec Relief, tout à fait. Puis j'aimerais ça t'entendre parce que c'est un accompagnement individuel spécifique aux entrepreneurs. Oui. Puis j'aimerais ça t'entendre par rapport à... Qu'est-ce que c'est cette démarche-là, en fait? Comment tu peux nous l'expliquer? En fait, bien avant ça, même avant de parler de l'outil comme tel, je parlerais peut-être de la boîte à outils. Vas-y. Avant de me lancer dans ce programme-là, puis parce qu'il est un programme quand même intensif là, de 16 thématiques, puis c'est un programme complet où on est suivi par un... C'est un thérapeute? Tu peux peut-être Une intervenante. Une intervenante, qui d'ailleurs a été un bijou. Et je vais le nommer, j'espère qu'elle nous écoute, Vicky. Merci beaucoup. Dans mon cas, à moi, c'est que j'étais suivi, j'avais les ressources, j'avais tous les gens autour de moi, mais j'avais l'impression qu'on mettait des plasters sur une hémorragie interne. On réglait rien. J'allais là, puis on parlait, 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 mais le problème restait. Tu retournes dans le char après, puis dans le char, tu te dis, OK, mais là, mon problème, bon, je vais appliquer des trucs, je vais essayer, mais c'était pas assez. Puis dans mon cas, moi, très personnellement, c'est là où l'accompagnement Relief m'a amené au prochain niveau, puis m'a, à la limite, guéri. J'ai le goût de dire ça. Je dis guéri, puis je n'étais pas, tu sais, ça au sens figuré, là, mais la liberté de pouvoir suivre ce programme-là à mon beat à moi, avec quelqu'un que le discours, puis j'ai le goût de dire traitement, c'est peut-être pas de traitement, l'accompagnement est vraiment... Puis là, j'utilise plein d'anglicismes, je suis désolé, mais tailor-made, là, qui est vraiment custom pour Alex. Personnalisé pour toi. Ah, écoute, il y a un cadeau du ciel, là, juste d'être capable comme entrepreneur de dire, ben là, ça marche pas, j'ai pas les heures, j'ai pas le temps, le ci, le ça, puis que cette personne-là s'adapte, puis on rebondit, puis on trouve du temps ensemble, en dehors des heures, tu sais, de la flexibilité, ça n'existe pas ailleurs, là. Puis c'est de là où moi... Premièrement, j'avais les besoins, mais il y avait aussi Nature Émotive où est-ce que... Puis là, je veux pas tomber dans le pitch business, c'est pas ça le but, là, mais il y avait Nature Émotive où ce que je dis, OK, je vais faire un podcast, l'idée est bonne, on va en parler, on va sensibiliser, je vais faire venir du monde, on va passer par toutes les émotions, d'où vient le nom. Je veux en apprendre sur les entrepreneurs, aller chercher des trucs pour moi, mais pour l'auditoire aussi. Mais après l'épisode, qu'est-ce qui reste à cet auditoire-là? Qu'est-ce que je leur laisse? À part un épisode, bon, ils écoutent. Écoute le show, retourne dans l'auto, puis je viens de recréer la même problématique que quand moi, je consultais pour mes trucs personnels. Donc, c'est là où moi, j'ai approché ton équipe, Annie, puis tout le monde a fait comme, my God, ben oui, ça vit bien ensemble, puis on va le bonifier. Donc, l'idée, c'était là, c'était de bonifier Nature Émotive en plus, parce que l'ayant vécu moi-même le programme, ben, je pense que je suis la meilleure personne placée pour le mettre de l'avant, puis en parler, le présenter, puis le donner en détail dans mes mots. Peut-être pas les mots les plus
scientifique, On là, s'en etc. fout. Mais, tu sais, je l'explique, puis pour moi, ça a été... Le truc numéro 1, c'est vraiment ça, là, le fait que ce soit flexible puis que tu fais un peu ce que tu sais, au beat, à mon beat, dans le fond, c'était adapté à mon beat à moi, à la place que moi, je fasse mon beat autour de quelqu'un d'autre. Juste ça, c'est un cadeau pour un entrepreneur, puis c'est un stress de moins. Euh, mais ça a été, somme toute, vraiment une expérience qui, d'ailleurs, pas terminée encore, mais qui est, jusqu'à date, c'est un cadeau, là. J'attends ce moment-là dans ma semaine, là. C'est mon cadeau, c'est mon moment à moi, pour moi, là. Je peux pas en dire autant de tous les rendez-vous chez les thérapeutes. Euh, Si mon non. psy m'écoute, je blague. Non, c'est ça. Fait Mais, que, parenthèse, là, je sais pas, mais Annie, comment tu te sens, mais c'est comme juste une petite parenthèse. Annie, moi, puis plein de monde, on a contribué à développer ce programme-là. Ouais. Ouais. Puis c'est, en tout cas, en tant que chercheur, c'est rare qu'on voit que j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me parle du programme, Ouais. c'est quelqu'un d'externe complètement, puis ça me fait, en tout cas, c'est vraiment super touchant, mettons, là, pour moi, de voir Simon, ce que tu en dis. tu as créé un moment de détente pour moi dans ma vie. Merci beaucoup. Pas avec Non, une sans grosse joke, équipe, vraiment. là, c'est pas Sans moi, joke, mais vraiment. Ouais. Votre équipe, ce que vous faites, c'est unique, là. Je veux dire, ça existe pas. Je vais pas retrouver ça C'est ailleurs. unique, ça, c'est vrai. Puis, d'où vient aussi le partenariat? Je pense que c'est ce qui explique puis qui met la table bien là, sur d'où vient se greffer relief à Nature émotive. C'était ça l'idée, là. C'était vraiment de le bonifier. Puis dans mon cas, à moi, dans les yeux d'entrepreneur, c'est d'arriver avec quelque chose qui est soutenu. Donc, en arrière-plan, il y a vraiment une équipe qui accompagne. Et sans vouloir peut-être aller trop loin, tu me dis si toi, tu avais cette portion-là que tu voulais couvrir, mais qu'il y a de l'aide disponible, puis qu'il y a des programmes disponibles, puis à la fin de l'épisode, on va les nommer. Faites-moi penser de ne pas l'oublier, là, on va les nommer parce qu'à travers Nature émotive et Relief, ben, il y a des programmes qui sont disponibles. Fait que le but du jeu, c'est un petit peu ça, c'est de les mettre de l'avant puis venir en aide à ceux qui en ont besoin. Oui, puis tu fais bien de le rappeler. Puis oui, on va mettre ça à la disposition des gens là, à la fin de notre conversation, là, parce que je pense que c'est important, surtout quand on a le sentiment, sont où les ressources, est-ce qu'elles existent, et dans la démarche que tu fais, parce que je trouve ça important de le mentionner, c'est que tu ne fais pas juste rencontrer un intervenant, tu te bâtis un coffre à outils personnalisé. Absolument. Et c'est ça, ce que tu as fait comme démarche. Donc, toi, tu te bâtis au fil des rencontres vraiment quelque chose qui va vraiment te rester, que tu vas pouvoir consulter, auquel tu vas pouvoir revenir. Donc, et ça, c'est précieux. Tu ne fais pas juste dire qu'est-ce qui va pas. Donc, et souvent, c'est ça qu'on recherche quand on fait une démarche. C'est on veut des outils concrets qu'on va vraiment pouvoir aller consulter, qui vont vraiment pouvoir être là. Donc, c'est vraiment complet comme démarche. Moi, je dis souvent, c'est une démarche 360. Ben, c'est custom. Il n'y a pas plus custom, là. Je veux dire, oui. Donc, il n'y a rien à rajouter, c'est vraiment pile dessus. Je me permets de me tourner vers Simon, Alexandre, parce que le soutien à l'accompagnement des entrepreneurs, là, comme on vient de parler notamment, c'est un aspect qui est vraiment très, très important. Hein? Donc, c'est quelque chose auquel, à Relief, donc on accorde vraiment beaucoup d'importance. Puis, selon toi, Simon, comment on peut mieux soutenir les entrepreneurs comme Alexandre? Comment on pourrait vraiment... Qu'est-ce que tes recherches ont démontré de ce côté-là? C'est sûr que nos recherches sont encore à leur balbutiement spécifiquement sur les entrepreneurs. On en fait, mais c'est plus nouveau. Il y a beaucoup, beaucoup d'études auprès de gens en contexte de travail en général. Je pense que ce qui est démontré, c'est qu'il faut y aller de plus en plus dans des approches, pour reprendre ton expression, un peu 360, holistique, intégré, on peut mettre tous les beaux synonymes, où on ne va pas juste arriver puis offrir à l'entrepreneur du soutien ou l'accès à un programme d'aide une fois qu'il y a déjà des difficultés très ancrées. Idéalement, on voudrait comme être dans aussi la prévention à la fois. Et donc, c'est y aller à travers le continuum. Tu sais, nous, on se dit que des difficultés de santé mentale, on peut techniquement, si l'environnement, on va faire, imaginons l'environnement de vie rêvé au Québec, parfait, le monde parfait, ben, les sources de stress dans l'environnement de travail des entrepreneurs, dans un monde parfait, pourraient être réduites en partie. Pas toutes, là, mais la charge de travail, pourrait y avoir moins de difficultés de précarité, plus d'aide, de programmes d'aide du gouvernement, etc., pour l'investissement, tout ça.
Donc, dans un monde idéal, on agirait là. Il y aurait tout cet aspect-là à faire. Malheureusement, on peut pas. Le monde idéal n'existe pas. Oui, il y a des fois des améliorations qu'on peut souhaiter ou qu'on arrive à faire. Donc là, on y va plus en prévention des difficultés qui pourraient être créées dues à ces stresseurs-là. Et cette prévention-là, elle passe par des outils. Dans le fond, donner des outils aux entrepreneurs pour qu'ils et elles puissent développer leur connaissance d'elles-mêmes, leur connaissance de c'est quoi leurs besoins par rapport à leur santé mentale, capacité à gérer ces stresseurs-là. Donc, l'accompagnement devrait, à mon avis, passer par sensibiliser à la santé mentale, à mieux connaître ses besoins sur le sujet, puis à quels outils j'ai accès, comment les implanter. Moi, si je dirais, ça serait ça, l'accompagnement serait peut-être idéal. Après ça, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ont déjà, peut-être des entrepreneurs qui vivent déjà une détresse significative ou des troubles significatifs. Bien là, il y a plein de ressources, comme le soutien à l'autogestion chez Relief qui peut servir dans ce cas-là, mais aussi, bon, évidemment, les thérapies, les traitements, d'autres formes de traitements. Mais je pense qu'il y a beaucoup la partie outillée, sensibiliser, normaliser les enjeux de santé mentale qui reste à faire dans ce domaine-là et de le faire un peu, je dirais, en amont, si c'est possible. Tu sais, je sais qu'il y a des écoles d'entrepreneurship ou des choses, des organisations comme ça qui commencent à intégrer des éléments ou des composantes sur comment prendre soin de sa santé mentale. Mais je ne suis pas sûr que c'est nécessairement le cœur ou au centre encore. Donc, si ça pouvait être inculqué un peu plus tôt dans le processus, on pourrait prévenir ou faire en sorte que peut-être qu'inévitablement, je vais avoir des moments plus rough en tant qu'entrepreneur, mais je vais savoir à quelle porte cogner, je vais savoir où aller. Je sais qu'il y a, outre les outils en soi, toute la normalisation, encore de la stigmatisation à l'égard des enjeux de santé mentale. Puis on peut croire que chez les entrepreneurs, souvent, tu sais, si on pense au stéréotype, un entrepreneur, je sais pas, là, c'est fait fort, ça va de C'est pour ça que je l'avant, riais. ça se pose pas de questions sur la santé mentale, on fera ça en dernier. Un entrepreneur, il faut que ça ait du succès, ça montre pas ses émotions. Là, je caricature, là, évidemment. Ben, Mais on n'est pas loin. il y a cet aspect-là qu'on a beau donner aux gens tous les outils possibles s'ils vont pas bien, mais si ils se sentent pas comme la légitimité ou le droit de les utiliser à cause de ce tabou-là, du stigma, on a encore des enjeux. Donc, c'est pour ça que je suis content que, d'une certaine façon, là, c'est un peu méta, mais un balado comme ça, c'est un peu une forme d'intervention qu'on fait pour agir sur cette normalisation-là. Agir, mais même l'idée, moi, où on a accueilli cette idée-là dans notre brainstorming, c'était plus ça, c'était de dire, attends, les entrepreneurs qui vont se prêter au jeu puis qui vont être prêts à venir ici puis parler de leur truc autant positif que négatif, là, on n'est pas, c'est pas, tu sais, le but sera pas de tomber dans la discussion morose tout le temps, c'est pas ça pantoute. Mais je pense que c'est juste d'être un entrepreneur qui est au goût du jour aujourd'hui, qui est dans l'actualité, puis qui est capable de dire, attends une minute, là, oui, je suis entrepreneur, mais je suis humain aussi. Puis mon entreprise, par ricochet aussi, est humaine, puis met ces choses-là de l'avant, puis prône que ses employés et son dirigeant ou ses dirigeants soient dans un environnement santé, soient eux-mêmes en santé. Fait que c'est pas tant de... Je comprends ce que tu veux dire par le stigma. Là. Je l'ai vécu, puis c'était une des premières choses, une des premières curveballs dans le lancement de Nature Émotive où je me dis, OK, qui va venir témoigner là-dedans? T'sais? Qui va être game de venir parler puis de raconter leur histoire? Puis j'ai été surpris, heureusement surpris. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont prêts. Je pense qu'on est peut-être juste mal outillés des fois. En même temps, aussi, je pense qu'il faut arrêter de voir la santé mentale comme étant juste. Mettons, parler de santé mentale dans un balado, c'est pas juste parler des troubles de santé mentale, c'est aussi parler du bien-être, parler d'aspects positifs de la santé mentale. T'sais. Il y a ça aussi dans la société. On pense encore santé mentale à dépression, problème nécessairement psy. Non, c'est ça. Mais oui, ça fait partie, mais on peut vivre avec une dépression, mais aussi avoir plein d'aspects positifs à notre santé mentale et vice-versa. Et on peut vivre avec des symptômes et avoir une vie qui peut être satisfaisante aussi. Donc, c'est important. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais moi, je suis une personne qui vit avec un trouble de santé mentale. J'ai un diagnostic de bipolarité.
mais j'ai une vie qui est très satisfaisante, qui peut vraiment me permettre d'être épanouie et tout ça. Donc, c'est important. Plus on va avoir des gens qui vont prendre la parole, qui vont nommer, qui vont être capables de dire, ben, on a des modèles et à qui des gens vont pouvoir s'identifier aussi. C'est important que ces prises de parole-là soient prises et si juste une personne va pouvoir entendre notre message aujourd'hui, ben, je me dis, on a déjà fait un travail puis qui est significatif. C'est ça. Donc, Ouais. pour moi, c'est ça qui est Exactement. important. Je nous ramène maintenant vers toi, Alexandre, parce que je trouve ça tellement important, ce travail-là, avec ce nouveau balado Nature émotive, que j'aimerais qu'on lui donne toute la place aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment comprendre d'où il prend racine, pourquoi il est là, vers où il va s'en aller, ce projet-là, où tu veux l'amener. Donc, j'aimerais ça que tu puisses vraiment bien nous en parler. Ben, l'idée de Nature émotive, c'est ça. Je pense que ce qu'on vit en ce moment comme discussion, c'est dû depuis longue date, depuis toujours, autant dans la culture québécoise que canadienne, pan-canadienne, anglophone, etc., on le nommera. Là. Euh, En affaires, je pense qu'on n'a pas laissé la place aux émotions longtemps. Ou que tu as dit, c'est pile sur ce que je. Dans le fond, le but de Nature émotive, c'était ça. C'était de le démocratiser puis de dire ah, attends une minute, on est des humains, nous autres. Là. Puis moi aussi, j'ai des mauvaises journées. Puis moi aussi, j'ai plus loin que ça. Certains ont des diagnostics ou des. Peu importe. Puis faut être capable de revenir à l'humain. Puis dans toutes mes initiatives d'affaires, moi, ça a été ça. De ramener à l'humain. Toutes nos initiatives. Que ce soit niveau marketing dans nos autres entreprises, que ce soit peu importe ce que j'entreprends, il y a toujours une notion, puis je pense que tu l'avais même nommé quand on s'est rencontrés au début, c'est toujours de revenir à l'humain, de revenir à l'individu, puis de centraliser l'idée sur ça, de travailler sur ce point-là. Nature émotive se veut le premier balado au Québec. Puis c'est gênant à dire. Premier balado au Québec à traiter de santé mentale en affaires, mais à traiter de santé mentale to this extent. Je suis désolé, je ne l'ai pas en français, là, mais de cette envergure-là, puis de mettre de l'avant, on va être probablement dans les premiers ou si ce n'est pas le premier. Cela dit, le but du podcast n'est pas de tomber toujours dans ça. Le but va être d'explorer des parcours autant de triomphe que les parcours de vulnérabilité, où je vais recevoir dans les prochains épisodes, que ce soit personnalités publiques, des athlètes olympiques, des humoristes, comédiens, conférenciers, des auteurs de renommée, des gens d'affaires, de la relève d'affaires à succès, autant que des entrepreneurs établis que tout le monde connaît. Je veux donner le portrait le plus global possible sur un footprint humain. Et je suis dans les premiers à mettre ça sur pied, surprenamment. Puis je vous dis, c'est gênant, là, parce que voilà. Donc, l'idée est venue vraiment de là, si tu me demandes. Ou moi, encore une fois, peut-être que je me répète, mais je suis arrivé à un moment dans ma vie où j'avais cette idée-là qui dormait en moi depuis longtemps. Je vivais des choses pas drôles jusqu'à récemment, qui m'ont challengé dans toutes les manières possibles, dans mes valeurs, mes convictions, en tant que papa, en tant que fils, en tant que chum de boys, en tant qu'entrepreneur. Puis je trouvais pas l'outil. Je trouvais pas la plateforme, je réussissais pas à aller chercher ce que j'avais de besoin. Puis, ben, c'est là où, encore une fois, ma conjointe et moi, ben, on a eu des discussions, puis que ma conjointe m'a dit, ben, peut-être que c'est maintenant le moment de le faire. Peut-être que c'est là le bon timing, puis qu'on le fasse. Fait que, voilà. Alexandre, comment on fait pour retrouver de la satisfaction? Comment toi, tu as fait pour retrouver de la satisfaction dans ton travail puis redonner du sens? Tu nous parles de ta balado, mais comment tu as fait dans ton quotidien pour retrouver ce sens-là? Ben, sans vouloir tomber en promo là, puis faire de la pub, c'est pas ça le but. Là. Dans mon quotidien, j'opère aussi l'agence Cosmo, qui est une agence spécialisée en branding. Donc, on est un atelier de niche dans de la clientèle assez haut de gamme. Puis, on prend en main le client. Je dis le client, mais en fait, c'est l'individu qui est derrière l'entreprise, autant dans son image de marque que dans l'identitaire de cet individu-là. Donc, je disais tantôt, on est tout le temps sur l'humain ou sur l'individu. Là. C'est vraiment ça. Moi, je tire ma satisfaction à retomber dans ce qui me fait triper. Je mets le focus puis je mets l'énergie sur ce qui me fait vibrer puis ce qui est positif.
Ce qui est négatif, ça a été un travail difficile, mais il a fallu que j'apprenne à m'en distancer. Puis, je disais tantôt faire mon zoom out à Simon, là. C'est ça, c'est de juste pratiquer ce choix-là. Je prends le choix, je fais le choix de me donner du temps de qualité puis de mettre mes énergies et mon talent à profit pour moi et pour mes partenaires qui le méritent. Parce que trop longtemps, on a profité de mon talent, puis on a profité de mon temps, puis on a profité de ma gentillesse, ma naïveté, ma générosité en tant qu'entrepreneur ou en tant que jeune appelons ça jeune ambitieux. Ça a été ça. Fait que ma manière, si tu veux, c'est mon fameux zoom out, là, c'est de dire non, moi, c'est assez, ça, j'accepte plus ça dans ma vie. De prendre un pas de recul. Pas de recul, puis de dire Vraiment. attends une minute, là, moi, j'accepte plus ça dans ma vie, je vaux plus que ça. Mm. Beaucoup trop de talent pour traîner autour de gens mal intentionnés ou qui ont pas. C'est ça. Ça a été ça, moi, le moment où j'ai fait non, là, c'est assez. Puis, quoi de mieux que de le mettre de l'avant sur une plateforme aussi positive puis concrète que ce qu'on est en train de créer? Je pense que ça vient donner tout son sens au projet. Puis ce que j'en comprends en collaborant aussi avec toi, c'est d'avoir des projets qui, eux aussi, ont du sens et qui donnent du sens. Donc ça te nourrit beaucoup. Ben, c'est peut-être ça. C'est peut-être psychologiquement là, dans moi, ma personne. J'ai de la misère à m'imaginer ou à être actif ou prendre action dans des projets qui sont vides de sens. Ce que je mets sur pied, c'est des trucs qui sont pertinents parce que c'est ce qui m'anime puis c'est ce qui, moi, me rend heureux. Mettre sur pied des trucs qui manquent ou qui n'existent pas ou trouver les failles ou mettre sur pied des... C'est là où je vais faire ma renommée en tant qu'entrepreneur sur ma carrière probablement, mais plus personnellement, dans mon intimité, c'est ce qui me fait triper. Les gens. Simon, c'est tellement inspirant parce que j'avais vraiment envie d'entendre Alexandre sur le sens puis la satisfaction parce que quand on vit des moments difficiles, quand on passe des moments où vraiment on a à aller à l'intérieur de soi, qu'on a vraiment à rebâtir des parties de soi-même ou de son parcours, c'est des moments qui sont quand même très, très signifiants. Hein? On l'entend beaucoup, les gens vont nous dire « Ouf! Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, dans ta posture de chercheur, en fait, sur ce sens-là, la satisfaction, mais aussi retrouver le sens? Qu'est-ce que ça dit un peu, les recherches, par rapport à ça? C'est un sujet de plus en plus, je dirais, en recherche, là, saillant ou porteur dans les travaux. La question du sens à la vie, le sens au travail. En fait, depuis un petit bout théorique, là, mais depuis à peu près, je sais pas, 1950 et tout, il y a eu quand même des études qui ont été faites sur le bien-être, la santé mentale. Puis souvent, quand on s'intéresse à savoir comment la vie des gens va, souvent la question était plus, es-tu satisfait? C'est quoi? As-tu des émotions positives dans ta vie? T'es-tu pas pire? Comment tu te sens? Mais c'est ça, c'était souvent ça une question. Mais depuis à peu près, en 89, il y a une chercheure qui s'appelle Riff, là, c'est pas important, mais je plug mes chercheurs. Une chercheure qui a dit, ben, tu sais, si on veut vraiment savoir comment le monde va, on devrait pas juste s'intéresser à leurs émotions, est-ce qu'ils sont satisfaits, mais on devrait poser des questions sur des aspects plus profonds, développement profond de la personne. Ouais. Est-ce qu'ils sentent qu'ils s'épanouissent, qu'ils grandissent, un peu têteux, là, ce que je dis, mais qu'ils grandissent comme personne. Puis le sens en fait partie. Est-ce qu'ils trouvent un sens dans leur quotidien? Parce qu'on a bien beau vivre. Parce que je veux dire, parler de vin, je pourrais boire 2 bouteilles de vin chaque soir, puis peut-être trouver bien de la satisfaction et des émotions positives. Tu n'aurais pas toutes les réponses. Sur le coup, mais c'est pas sûr que le lendemain matin, je vais trouver que ma vie fait du sens. Là. Je caricature évidemment, là, puis je veux pas rire des personnes qui ont des problèmes d'abus de substances là, du tout. C'est juste pour dire que c'était pas la meilleure comparaison, mais tu sais, dire que la satisfaction et les émotions positives, c'est pas tout. Puis la question de sens est quand même au cœur là, de ce que l'humain... Tu sais, tout ce qui nous arrive, on le filtre à travers nos valeurs, à travers des schémas mentaux qu'on a qui font comme hey, comment j'intègre ce qui m'arrive là, dans qui je suis, dans ma façon de voir la vie. C'est vraiment profond, dans le fond. Puis c'est des aspects identitaires aussi. Donc, toute la question du sens est de plus en plus mise de l'avant. Puis évidemment, les personnes qui trouvent davantage de sens dans leur vie, dans leur travail, auraient davantage de bien-être.
Par contre, c'est pas nécessairement un processus qu'on peut forcer. Je sais pas comment dire, tu sais, justement, il y a des personnes qui sont à la recherche du sens. Ces personnes-là qui sont à la recherche vont pas nécessairement très bien. Parce que souvent, c'est confrontant. Souvent, si on est à la recherche d'un sens qu'on ne le trouve pas, on peut avoir tendance à ruminer aussi, ce qui peut créer une forme d'anxiété aussi. Mais quand même, à la fin, les personnes qui réussissent à donner un sens à leur travail, à leur vie, généralement vont mieux. C'est super intéressant, même toutes les questions sur le sens donné au travail. Et je pense que tu as fini en disant un peu, moi, le sens, c'est aussi quand il y a les autres, quand aider les gens, aider ben, c'est souvent quand on regarde les études sur qu'est-ce qui donne un sens au travail des gens, souvent c'est ça, c'est la contribution sociale du travail qu'on accomplit. Mais par contre, la réalité, c'est que c'est pas tous les types d'emplois. Là, on est chanceux, on est choyé ici aujourd'hui d'être sur ce beau fauteuil et tout, mais c'est pas dans tous les types d'emplois que c'est aussi facile de trouver du sens ou qu'on a autant de flexibilité ou de latitude. Je dis pas qu'il faut pas comme justement, les personnes des fois trouvent d'autres formes de sens, mais c'est quand même un défi. Mais c'est central quand même dans l'épanouissement, la santé mentale. Moi, je vous interromps, les amis. On a eu un signe pour les derniers 10 minutes. Bien sûr. Il n'y a pas longtemps. Okay? Oui, tout à fait. Puis on est dans nos temps. Donc, tout va bien. Vous êtes super bon. J'adore juste lever la main. Mais ça va vite, 1 heure, hein? Oui, ça va vite. Dit, c'est fou, ça passe super vite. Est-ce qu'il nous restait des questions? Oui, on est vraiment sur la fin. Donc, bon, d'accord. Simon, une autre chose importante, c'est, je pense qu'on ne peut pas parler de satisfaction sans aussi parler de résilience dans le cas d'Alexandre, parce que c'est un exemple de comment avoir surmonté ces défis-là. Puis j'avais envie de t'entendre sur la résilience. Il y a Maya qui se manifeste, qui va se replacer. Bonjour, Maya. Mais, je vais laisser Maya se replacer. Pas de stress. Ça peut aussi faire partie du soutien social. Bien sûr, Maya est les vraiment... animaux aussi, bien même sûr, en général. C'est un précieux soutien, Maya. La résilience, ça aussi, ça pourrait faire le sujet de plusieurs heures. C'est un sujet, un concept qui est un peu galvaudé, je dirais, en recherche. Il a été utilisé par plein de chercheurs, par plein de monde, puis aussi dans la culture populaire. La résilience, en gros, il y a vraiment plusieurs définitions, mais on pourrait dire que c'est rebondir en situation d'adversité. Puis ça, c'est manifester de la résilience en contexte d'adversité. L'adversité, dans les études, elle peut prendre différentes formes selon les études qui ont été faites. Là. Est-ce que, mettons que je te pose la question, est-ce que tu penses que tu es résilient? C'est déjà où ça va. Résilient, c'est parce que je sais pas si c'est résilient ou si c'est... J'ai de la misère à répondre. Je sais pas si c'est de la résilience. Parce que je me fais dire t'es tellement résilient, t'es résilient, tout ce que tu as vécu, bravo. Je l'ai entendu, ça. Résilient. Mais c'est pas résilient. C'est que dans mon cas, à moi, très particulièrement, j'ai décidé qu'il n'y avait pas d'autre option. C'est ça que je veux faire dans la vie. Je veux être à mon compte, je veux être entrepreneur. Puis ça vient avec les débarques, puis ça vient avec les coups, des coups sur le menton. C'est comme ça. C'est comme ça que c'est comme ça que je l'ai toujours vu d'ailleurs. Là. Mes parents, comme je le disais, mes parents, grands-parents, tout le monde a été en affaires. J'ai grandi dans un milieu entouré peut-être de ce monde-là. Fait que peut-être que j'étais déjà désensibilisé à. Puis je sais pas si ça répond bien à la... ça répond en fait, c'est oui, que résilience, mais tu sais, dans mon cas, c'est plus ça. C'était plus comme tu me verras jamais en boule pleurer, ça arrivera pas. Je vais me relever. Je pense que c'est ça qui est intéressant, dur, c'est que le concept de résilience, le danger que je vois, c'est que des fois, ça peut un peu glorifier comme la personne qui s'en sort, puis qui est comme le ou la héros. Tu sais, longtemps, la résilience, là, ça a été des études chez les enfants qui ont été faites en premier. C'était les enfants qui avaient été victimes, je sais pas, d'abus, de victimisation ou qui vivaient dans la pauvreté, puis qui sentaient bien, ils se rendaient compte qu'il y a un sous-groupe d'eux autres qui se sentaient bien sortis à l'âge adulte. Fait que là, ils se sont dit, il doit y avoir une trait de personnalité spéciale, ces gens-là, ces enfants-là. Parce que, malgré toute attente ou toutes les chances étaient contre eux, contre elles, puis ils ont bien fini, ils s'en sont bien sortis. Fait que longtemps, on voyait la résilience après comme un trait, quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais de plus en plus, ce que les études montrent, c'est que la résilience, c'est tout un
c'est tout un système. Tu sais, on n'est pas résilient, oui ou non, comme individu. C'est l'interaction entre moi, les facteurs de ma famille, mon enfance, le soutien que j'ai des collègues, oui, mes traits de personnalité. C'est tout ça qui fait que dans certaines situations de défi ou de stress, je vais peut-être bien m'adapter, bien m'en sortir. Peut-être que dans une autre, un peu moins. Donc, d'où l'importance de dire, il ne faut pas juste penser à ça comme étant quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, mais c'est plus, l'idée serait plus d'en créer des environnements de vie qui favorisent la résilience ou des réseaux qui favorisent la résilience. Ouais. Tu as nommé stress. Moi, je me reconnais dans le stress, là. Peut-être par l'anticipation. Fait que, tu sais, je trouve ça drôle que tu parles de stress et résilience intimement reliés. Ah oui, c'est intimement C'est intimement relié, là. Puis moi, c'est souvent ça. C'est justement, on en parlait tantôt avant de commencer à tourner. Tu me demandais, es-tu nerveux? Je suis pas nerveux. C'est le contrôle, genre. Fait que... Et je pense que, excuse-moi, je pense que ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer aussi exactement. Au niveau de la résilience. Donc, tant chez l'individu que dans son environnement. Donc, ça, c'est un élément important. Et comme tu viens de l'amener, tu dis, ben moi, au niveau de ma propre résilience, bien, il y a des éléments qui auraient pu influencer ou non. Donc, ça, je trouve ça bien de l'amener. On s'en va tranquillement vers la fin de ce beau balado, mais juste avant, Alexandre, j'aimerais ça peut-être que tu nous dises, si tu avais un message, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens aujourd'hui qui nous écoutent? Avec quoi tu aimerais qu'ils repartent? Qu'est-ce qui est important pour toi de dire avant qu'on se quitte? Oh! De pardonner, sans oublier. Puis d'entreprendre des choses qui nous font vibrer. Pas pour le résultat. Tout ce que j'ai à dire. Je pense que ça, c'est la parole sage de la fin. Je pense que d'anticiper un résultat, puis d'anticiper, puis de forcer à arriver à quelque chose, défait le purpose, puis défait la mission d'un projet, puis d'une idée, que ce soit en affaires, que ce soit, peu importe le résultat, qui est noble à la base. Donc, voilà. On peut pardonner sans oublier, puis qu'on entreprenne sans nécessairement avoir les yeux sur le résultat, qu'on contrôle très rarement. Merci infiniment. Ça a été un grand plaisir de vous accompagner dans cette discussion-là qu'on a eue aujourd'hui. Ça a été extrêmement enrichissant à plusieurs points de vue. Avant qu'on se quitte, je pense que j'aimerais ça qu'on n'oublie pas parce que, évidemment, la balado Nature émotive, grand lancement, c'était le premier épisode aujourd'hui qu'on vient de faire ensemble, va être disponible sur différentes plateformes. Donc, Alexandre, peut-être tu peux rappeler... En fait, la première épisode, qui n'est pas une vraie première épisode, là, c'est vraiment une mise à table, va être disponible à partir du 17 mars sur toutes les plateformes populaires, là, que ce soit Spotify, Apple Music, YouTube, etc. Il va y avoir des retranches, évidemment, partagées sur tous les réseaux sociaux populaires. Pour ceux qui, évidemment, ont aimé ce qu'ils ont écouté aujourd'hui, il y a possibilité de nous suivre directement sur le natureemotive.com. Et il y a aussi tous les trousses d'accompagnement, toute l'information concernant programmes, aides, accompagnement, intervention, etc. de Relief au relief.ca, à moins que je me trompe. Puis, c'est ça. Je pense que ça fait le tour. Oui, donc, tout à fait. Pour le 10 mars, on va être disponible pas mal partout. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci d'être ton accompagnement. Je voulais vous remercier les deux. On est à la fermeture de l'épisode. Merci beaucoup de vous être déplacés. Simon, merci beaucoup. C'est plaisir. Annie, encore une fois, tu m'as accompagné dans le projet depuis day one. Merci énormément. Puis Maya, ben, bon chien. Bon petit chien. Nature émotive tient à remercier tous ses partenaires. Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter le naturemotive.com.